Aujourd'hui, en ce 30 mars 2026, on va se plonger dans un sujet qui nous touche absolument tous. Et pour commencer, je voudrais qu'on repense à la cybersécurité classique. En gros, ça a toujours fonctionné un peu comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Ouais, c'est exactement la bonne image, le videur. Voilà. On place une barrière super robuste à l'entrée, on vérifie les identifiants, les mots de passe, les tokens d'accès, et en fait, si la personne ou le programme présente les bons papiers, on le laisse entrer. Et on part du principe que tout ce qu'il fait à l'intérieur est parfaitement légitime. C'est ce qu'on appelle la sécurité périmétrique. C'est ça. Sauf que ce modèle-là, aujourd'hui, il est carrément en train de s'effondrer sur lui-même. Complètement. Le gros problème de cette approche, c'est qu'elle suppose, à tort, que l'identifiant garantit l'identité réelle. Ce qui n'est plus du tout le cas. Absolument plus à rien si l'entité qui porte ce badge est une construction synthétique de bout en bout. Genre un deepfake parfait ou un truc généré par IA? Exactement. On est face à une vraie crise de l'authenticité de l'information elle-même. Et ça va bien au-delà de la simple protection des accès au serveur. Le paysage est vraiment devenu un champ de mine, quoi. Avec Internet qui est saturé de deepfakes impossibles à distinguer d'une vidéo réelle, ou tu sais, ces jeux de données, de recherche qui sont générés par des IA juste pour fausser des résultats. Ah, les fausses données scientifiques, waouh, c'est un fléau. C'est un enfer. Du coup, la confiance numérique n'est pas juste érodée, elle est quasiment inexistante aujourd'hui. Et c'est justement ce qui rend notre exploration d'aujourd'hui si cruciale. Tout à fait. Parce qu'on va parler d'une vraie solution. Oui, on a ce nouvel article fondateur publié ce matin même par Maurizio Rizzari. Ça concerne Hyperbond 1.2, qui est le protocole de sécurité au centre de l'écosystème CIRAG. Un papier vraiment fascinant d'ailleurs. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que Rizzari affirme que les pare-feux et la cryptographie d'accès traditionnelle sont officiellement des reliques, des trucs du passé. Ouais, il n'y va pas par quatre chemins. C'est clair. Il propose d'abandonner carrément le terme de cybersécurité pour passer à un concept qu'il appelle la vérification native. Et ce glissement sémantique dont parle Rizzari, c'est en fait un changement de paradigme fondamental pour toute l'industrie. Comment ça, fondamental? Historiquement, l'industrie cherchait toujours à protéger la donnée contre le vol, l'exfiltration, alors que la vérification native postule que le défi n'est plus de cacher la donnée, Ok. le défi c'est de prouver sa nature organique, et ce, dès la milliseconde de sa création. Et Hyperbond 1.2 tente de résoudre ça en forgeant une attache cryptographique à un lien incassable entre le monde matériel tangible et l'enregistrement numérique. Ce qui est quand même un concept de fou quand on y pense. C'est ouf, ouais. On avait déjà vu quelques prémices de ça, tu sais, avec des standards comme la C2PA pour essayer de tracer les médias. Ah oui, les métadonnées dans les photos et tout ça. Voilà. Mais là, l'architecture descend directement au niveau de l'atome, au niveau du matériel physique. Bon, alors décortiquons ça un peu, parce que ça devient technique. Pour passer d'une simple vérification logicielle à une vraie certitude physique, il faut repenser complètement la genèse de la donnée, non? Exactement, il faut reprendre à la racine. L'article parle d'une innovation majeure qu'il appelle le three-tier binding, donc un ancrage à 3 niveaux. Si je reprends ma métaphore du videur de boîte de nuit, Ton videur préféré? ouais, mon videur, eh bien, avec le système SYRG, il ne se contente plus de regarder la carte d'identité du visiteur. En gros, il séquence son ADN à la porte et il revérifie cet ADN à chaque fois que le visiteur ouvre la bouche pour parler. C'est une très bonne façon de le vulgariser. Le premier niveau de cet ancrage, c'est ce que Rizzari appelle le Hardware Identity, ou le FP Binding. Et apparemment, on ne parle pas du tout d'une adresse MAC classique ou d'un numéro de série gravé sur un composant, hein. Ah bah non, loin de là. Une adresse MAC, tu peux l'usurper avec un logiciel en quelques secondes. C'est trivial pour un hacker. Ouais, c'est juste du texte dans un système. C'est ça. Le FP Binding, lui, repose sur l'exploitation des imperfections physiques qui sont inhérentes à la fabrication des semi-conducteurs. Attends, des imperfections physiques? Ouais. En fait, lorsqu'on fond une puce en silicium en usine, le processus crée des variations microscopiques, des toutes petites tolérances à l'échelle nanométrique. Ok. Et ces variations sont statistiquement uniques. Elles sont impossibles à reproduire, même par le fabricant d'origine, avec les mêmes machines. Genre un niveau de chaos quantique un peu. En gros, oui. C'est une empreinte digitale matérielle véritablement chaotique. Du coup, Hyperbond 1.2 utilise cette signature analogique comme racine anthropique pour générer ses clés cryptographiques locales. Waouh! Ce qui signifie donc que la clé privée qui signe la donnée n'est absolument jamais stockée sur un disque dur. Exactement. Jamais. Elle est dérivée à la volée des propriétés physiques du processeur lui-même. C'est dingue.
Et c'est ça qui change la donne. Donc, si un acteur malveillant parvient à exfiltrer toutes les données d'un serveur, ou s'il tente de cloner l'environnement virtuel sur un shadow system non autorisé, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le clone sera totalement incapable de générer des signatures valides parce que l'ADN matériel du serveur copié ne correspondra pas à l'original. C'est le point névralgique de cette première couche en fait. La donnée porte la preuve irréfutable du silicium spécifique qu'il a engendré. Oui. Un système fantôme, même s'il a les identifiants administrateurs parfaits, il sera cryptographiquement muet sur le réseau CIRAG. Le réseau le rejettera direct. D'accord, mais attends. Avoir le bon silicium, ça ne garantit pas que le logiciel qui tourne dessus n'a pas été compromis par un virus. Si. Ah, tu mets le doigt dessus. C'est justement la raison d'être du deuxième niveau de RISARI, le System Integrity Monitoring. Ok, la surveillance de l'intégrité du système, j'imagine que c'est pas juste un simple scan d'antivirus qui cherche des signatures de malware connues. Non, parce que par définition, les attaques sophistiquées d'aujourd'hui sont des attaques 0D. Elles n'ont pas de signature connue et elles s'exécutent directement en mémoire. Du coup, comment ça marche? Ce moniteur doit établir une sorte de ligne de base mathématique? C'est ça. Il établit une ligne de base de tout l'environnement d'exécution en partant du noyau du système d'exploitation jusqu'au processus des applications. Et il valide ça en continu. En continu. Ça doit demander une puissance de calcul énorme. C'est très optimisé. Mais oui, c'est une validation impitoyable. Le protocole construit en fait un arbre de Merkle. Un arbre de Merkle. Tu peux nous rappeler ce que c'est en 2 mots? En gros, c'est une structure de données qui représente l'état opérationnel complet de la machine. Chaque processus, chaque fichier de configuration, chaque zone mémoire critique est passé au travers d'une fonction de hash. D'accord. Et tous ces hashes contribuent à une seule et unique racine cryptographique globale. Donc un seul code très long qui résume l'état parfait de la machine. Voilà. Et si un processus non autorisé tente de s'injecter, ou même si une simple variable de configuration est altérée, Genre juste un seul petit bit qui bascule de 0 à 1. exactement, juste un bit, eh bien la racine de l'arbre change instantanément. Et la réaction d'Hyperbone face à cette anomalie? Parce que l'article mentionne une isolation immédiate, Oui, immédiate. ce qui veut dire qu'il n'y a pas de tentative de réparation, pas de petite mise en quarantaine douce du fichier suspect par l'antivirus. Non, aucune pitié. Le système coupe purement et simplement le nœud du réseau de validation. L'approche, c'est vraiment la tolérance zéro absolue. Waouh, radical. Dès que l'état cryptographique diverge de la signature attendue, le processus de signature des données est suspendu matériellement. La machine est considérée comme compromise et c'est terminé. Du flux d'informations global. Ok, donc récapitulons. On a lié la donnée au silicium physique, ça c'est le niveau 1. Oui, le FP binding. Ensuite, on a garanti que le logiciel était dans un état stérile et certifié au moment de la création, le niveau 2. Le système Integrity Board, voilà. Mais il manque une chose, la dimension temporelle, l'historique quoi. Absolument. Et c'est le rôle du troisième pilier abordé par RISARI. C'est ce qu'il appelle l'opérationnel chain of custody. La chaîne de possession opérationnelle. On parle ici d'un identifiant de démarrage, un boot ID, qui est généré à chaque nouvelle session, c'est ça? Oui. Ce fameux boot ID agit comme un saut temporel continu. De l'instant précis où un capteur ingère une donnée, ou même le moment où un opérateur tape sur son clavier, Jusqu'à la compilation finale du fichier. jusqu'à la fin, ouais. Chaque transformation, chaque modification de la donnée est chaînée cryptographiquement au booted précédent. Donc on crée un registre local d'événements qui est purement séquentiel. 1, puis 2, puis 3. C'est exactement ça. Et ça résout le problème de l'altération a posteriori. Ah oui, l'article souligne ça. Il dit que ce mécanisme rend le révisionnisme historique techniquement impossible. Techniquement impossible, les mots sont forts, mais c'est vrai. Si quelqu'un, même avec des accès administrateurs tout à fait légitimes, tente de modifier un vieux rapport généré 3 mois plus tôt, Ou de supprimer une image gênante d'une base de données, par exemple. eh ben la chaîne séquentielle est brisée. L'absence de la donnée ou sa modification, ça invalide mathématiquement tous les états qui suivent. Donc en gros, l'inaction ou la falsification laisse une énorme cicatrice indélébile dans l'historique du serveur. On le verra forcément. La piste d'audit devient parfaite par sa conception même, et non plus par une simple politique de sécurité de l'entreprise. C'est une mécanique auto-verrouillante, c'est brillant. Mais bon, ça pose une question. Je t'écoute. Là, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Toute cette infrastructure, ce lien au silicium, cette chaîne de possession, c'est fantastique tant qu'on reste enfermé sur les serveurs locaux d'une organisation. Oui, en circuit fermé. Mais la vraie valeur de l'information aujourd'hui, elle réside dans son partage avec le monde extérieur. Bien sûr.
Alors comment on fait pour prouver au reste du monde que cette donnée possède cette fameuse intégrité native, sans pour autant exposer publiquement tous ces secrets industriels fouettis? C'est le grand paradoxe. Le réseau Bitcoin pour assurer une, je cite, public accountability, une responsabilité publique. Ouais, l'ancrage hybride. Franchement, sur le papier, dire à une entreprise « on va placer vos données sensibles de recherche et développement sur une blockchain publique comme Bitcoin », ça ressemble à un suicide opérationnel. Niveau confidentialité, c'est zéro. Ah, mais cette objection, elle est tout à fait naturelle, sauf qu'elle repose sur une confusion assez classique entre le contenu de la donnée et la preuve de ce contenu. Comment ça? Ce qui est fascinant ici, c'est toute l'élégance architecturale de ce qu'il appelle le hybrid anchoring, l'ancrage hybride. En réalité, les données réelles, que ce soit des plans industriels, des séquences génétiques ou des vidéos ultra confidentielles, elles ne quittent jamais l'environnement local sécurisé de l'entreprise. Ah, elles ne vont pas sur la blockchain du tout. Pas du tout. L'ancrage sur la time chain du Bitcoin via le standard Open Timestamps, le OTS, ça ne concerne que la preuve mathématique de l'existence de ces données à un instant T. D'accord. Donc, en d'autres termes, on ne publie que l'empreinte cryptographique de la donnée, le hash. Exactement. Le réseau CIRAG va compiler la racine de Merkle de millions d'opérations locales validées par ces fameuses puces en silicium. Et c'est cette unique signature mathématique de 32 octets qui est insérée dans une simple transaction Bitcoin. Juste 32 petits octets pour prouver des millions de données. C'est super léger. Précisément. Comme ça, on tire parti de la puissance de calcul colossale du réseau Bitcoin, de sa preuve de travail. Le fameux proof of work. Voilà. Et on fait ça sans engorger le réseau ou fuiter la moindre information sensible. Le secret industriel reste total, car, tu t'en doutes, l'empreinte ne permet pas de faire de l'ingénierie inverse pour recréer la donnée originale. C'est à sens unique. Oui. Par contre, en termes de preuves temporelles, l'horodatage décentralisé est d'une solidité inattaquable. Ok, alors imaginons un cas d'usage concret pour bien comprendre. Prenons 2 entreprises pharmaceutiques concurrentes, là en 2026. Ok, bonne idée. L'une d'elles découvre une molécule révolutionnaire pour un vaccin. Mais elle n'est pas prête à déposer un brevet tout de suite, parce que les essais cliniques sont toujours en cours et elle veut garder le secret. C'est un cas très classique. Elle génère donc l'empreinte mathématique de ses résultats actuels, certifiés par le matériel Hyperbond, et elle l'ancre via le système OTS directement sur la blockchain Bitcoin. Et le temps passe. Voilà. 1 an plus tard, l'entreprise concurrente tente de breveter la même molécule en affirmant, de mauvaise foi ou pas, l'avoir découverte en premier. Et là, le piège se referme. C'est ça. La première entreprise peut simplement révéler son document secret au tribunal, recalculer l'empreinte devant un juge et démontrer que cette empreinte exacte est gravée de manière totalement immuable dans un bloc Bitcoin qui a été miné 1 an auparavant. C'est imparable. L'antériorité et l'intégrité de la découverte sont prouvées sans l'ombre d'un doute. Et le plus beau, c'est que ça se fait sans avoir eu besoin d'un tiers de confiance centralisé. Pas besoin de notaire qui pourrait se faire pirater ou d'un bureau des brevets qui pourrait fuiter l'info. C'est clair. Cet exemple illustre parfaitement la puissance du mécanisme. La cryptographie et un réseau décentralisé global remplacent l'autorité humaine, qui est par nature vulnérable à la corruption ou au hacking. Mais alors Rizari va encore plus loin dans son article, concernant le déploiement de cette preuve publique. Oui, parce que l'oratage Bitcoin, ça garantit le quand et le quoi. Mais pour des données qui ont vocation à être publiques, comme par exemple des communiqués de presse officiels, des rapports d'audit ou du journalisme d'investigation, il faut aussi garantir la distribution. Et c'est là qu'intervient l'intégration d'IPFS, l'Interplanetary File System. Tout à fait, pour la persistance décentralisée. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers, l'utilisation d'IPFS pour la couche de persistance, c'est super agressif en termes d'intégrité. Dans notre web traditionnel, on pointe toujours vers un emplacement géographique, une URL. Oui, l'adresse web classique. On fait confiance au serveur hôte, celui qui possède le nom de domaine, pour ne pas modifier le fichier en douce. Mais avec IPFS, on passe à un adressage par le contenu lui-même. C'est un changement de logique radical. Le fichier est identifié par son Content Identifier, le fameux CID. Qui n'est autre que un hash de son contenu, encore une fois. C'est ça. On ne demande plus au réseau « Hey, trouve-moi ce qui se trouve sur tel serveur spécifique à telle adresse ». On exige du réseau « Fournis-moi n'importe quel fichier disponible qui correspond exactement à cette signature mathématique ». Du coup, si un acteur gouvernemental ou juste un hacker
s'infiltre et modifie un seul mot dans un rapport d'audit distribué de cette manière, ou s'il change un pauvre pixel dans une photographie d'un événement géopolitique majeur, L'identifiant CID du fichier change immédiatement. Il n'est plus le même. et par conséquent, le lien logique avec la preuve de ratage OTS précédente, celle ancrée sur le Bitcoin, se brise de façon hyper spectaculaire. Le protocole ne tolère absolument aucune mise à jour silencieuse. C'est impossible. C'est une architecture qui transforme la fragilité habituelle d'un lien cryptographique en une fonctionnalité de sécurité impitoyable. J'adore comment tu formules ça. Toute tentative de manipulation s'auto-dénonce instantanément, puisque l'objet manipulé devient de fait indétectable sous son adresse d'origine. Exactement. La donnée n'est plus un simple fichier malléable qu'on peut bidouiller avec Photoshop ou un éditeur de texte. Ça devient un véritable artefact numérique immuable. Donc, la combinaison de toutes ces couches dont on vient de parler, l'identité matérielle du silicium, la surveillance stricte de l'état du système, l'horodatage inaltérable par la preuve de travail Bitcoin et la distribution IPFS ancrée par le contenu, Mais ça fait beaucoup, ouais. ça crée carrément une chaîne de confiance qui ne requiert plus aucune foi aveugle en une institution humaine ou en un pare-feu logiciel bancal. Et c'est ce qui mène Rizzari à conclure sur l'émergence nécessaire d'un environnement qu'il qualifie de trustless. Le fameux mot. Et alors, qu'est-ce que tout ça veut dire au fond? Parce que ce terme trustless, il génère énormément de friction, tu sais. Ah ouais, c'est un énorme obstacle de relations publiques pour ces technologies. Bah oui, dans l'inconscient collectif du grand public, promouvoir un monde sans confiance, vu que c'est la traduction littérale, ça sonne super négatif. Ça fait dystopie froide et paranoïaque. On imagine tout de suite une société où le cynisme est institutionnalisé, où on part du principe que notre voisin ment par défaut. Exactement. Le vocabulaire purement technique se heurte violemment à la psychologie humaine. Mais si on lit Rizzari attentivement, il recadre le concept de manière beaucoup plus libératrice, je dirais. Comment ça? Eh bien, un système trustless, ça ne signifie pas qu'il est impossible de faire confiance aux autres. Cela signifie que la nécessité absolue de la confiance a été retirée de l'équation mathématique. Ah, on n'a plus besoin de croire sur parole. Voilà. C'est la transition d'un modèle basé sur la foi, du genre « croyez-moi sur parole car je suis un expert de la télé ou une source d'autorité », à un modèle basé sur la vérification empirique et totalement indépendante. En fait, si l'on relie ça à la recherche cognitive qu'on subit à notre époque, c'est un soulègement massif. L'effort quotidien requis aujourd'hui pour faire le tri entre une vraie info, une hallucination d'IA générative et une propagande balancée par des milliers de bots russes ou autres, c'est psychologiquement insoutenable pour un cerveau humain normal. C'est épuisant, c'est clair. L'architecture d'Hyperbound 1.2, elle déplace ce fardeau, non? C'est l'infrastructure elle-même qui fournit ce que Rizzari appelle la preuve d'existence. C'est ça l'idée. On n'a plus besoin d'épuiser notre esprit critique à évaluer le messager pour savoir s'il est fiable. On valide juste mathématiquement le message lui-même. Et les applications sectorielles détaillées dans l'article montrent vraiment l'urgence de cette transition. Tu penses à quoi en particulier? Prenons la gestion des infrastructures critiques. Tu sais, les systèmes SCADA qui contrôlent concrètement nos réseaux électriques, nos barrages hydrauliques ou nos systèmes de purification d'eau. Des cibles privilégiées. Exact. Dans un contexte de cyberguerre permanente comme aujourd'hui, les attaques par injection de commandes sur ces réseaux sont dévastatrices. Un adversaire simule un ordre provenant d'une station de contrôle légitime pour forcer l'ouverture des vannes d'un barrage ou la coupure de gros transformateurs électriques. La ville est inondée ou dans le noir. Mais si le réseau de cette infrastructure critique exige une vérification native via notre fameux Hyperbound, La commande ennemie, même si le hacker a volé les bons identifiants réseau du technicien de garde, sera immédiatement rejetée par les automates industriels de la centrale. pourquoi exactement? Parce que l'instruction informatique envoyée ne portera pas le FP binding. Elle n'aura pas la bonne empreinte matérielle, tu sais, l'empreinte chaotique unique des puces en silicium qui se trouvent dans les vrais contrôleurs de la centrale. L'origine physique de l'ordre est validée avant même que le contenu de l'ordre ne soit lu par la machine. C'est fou. C'est un niveau de résilience inouï pour la sécurité nationale. C'est une révolution de la sécurité de l'Internet des objets industriels, oui. Et la même logique s'applique à un domaine tout autre, le journalisme ou la publication d'informations corporatives sensibles. Ah, pour contrer les deepfakes dans les médias. Exactement. Imagine un lanceur d'alerte ou un reporter de guerre sur le terrain. Il peut capturer une séquence vidéo critique sur un appareil certifié Hyperbound. Donc la caméra ou le smartphone de ce reporter lit directement les pixels qui sont générés au silicium local de son appareil photo. Oui,
Il fige l'état cryptographique du système d'exploitation de la caméra au moment exact de la capture. Il génère l'identifiant CID sur IPFS et il ancre la racine de toute cette opération sur la blockchain Bitcoin en temps réel. C'est incroyable. Et donc, lors de la diffusion de cette vidéo choc au journal de 20 heures, le public n'a plus besoin de faire aveuglément confiance au logo de la chaîne d'information ou même à la réputation de ce journaliste en particulier. Pas du tout. Un simple script exécuté localement par n'importe quel citoyen depuis son navigateur peut retracer la chaîne entière de l'image. Ça vérifie qu'aucun pixel n'a été altéré avec Photoshop ou de l'IA et que la capture a bien eu lieu à l'heure déclarée sur un vrai capteur physique dans le monde réel. C'est ni plus ni moins la fin du monopole de l'autorité certifiante. La vérité redevient un bien commun démontrable par tout le monde. L'article de Rizari démontre que nous sommes vraiment à l'aube d'une infrastructure de l'information où la vérité n'est plus une simple assertion qu'il faut défendre avec des arguments d'autorité, mais une propriété inhérente et native de la donnée elle-même. C'est une refonte spectaculaire des règles du jeu. Si l'on rassemble toutes les pièces du puzzle de notre discussion d'aujourd'hui, on voit bien que l'ère de la sécurité périmétrique classique est totalement révolue. Elle est obsolète, oui. Elle a été balayée par l'avènement des manipulations synthétiques et des deepfakes. Et donc, l'écosystème Cirage et le protocole Hypermand 1.2 ne tentent pas du tout de construire de meilleurs murs ou de meilleurs pare-feux. Non, ça ne marcherait pas. Ils reconstruisent carrément l'information depuis sa source, en liant la donnée à la physique imprédictible du silicium, en figeant son intégrité opérationnelle et en utilisant les mathématiques décentralisées comme IPFS et l'horodatage Bitcoin, on arrive à fournir une preuve inaltérable au monde entier. C'est une architecture brute qui est impitoyable avec la falsification et qui promet un monde où la vérification empirique remplace enfin la simple croyance. C'est une promesse technologique séduisante, franchement. Ça offre une solution ultra élégante à la crise de confiance aiguë qui frappe notre espace informationnel aujourd'hui. C'est clair. Et je finirai là-dessus, pour faire réfléchir ceux qui nous écoutent. Si l'on pousse cette logique à son extrême, une réflexion s'impose quand même, quelque chose qui dépasse largement le cadre purement technique de l'article de Rizari, mais qui en est l'implication sociétale inévitable. Vas-y, je t'écoute. Si demain, la norme absolue pour qu'une information soit considérée comme digne de confiance, qu'il s'agisse d'un fait scientifique, d'une décision politique ou même d'une preuve juridique au tribunal, si cette norme exige cette vérification native rigoureuse, ce fameux chaînage matériel et cryptographique, quel sera le statut de tout le reste ? Ah, tu veux dire le statut de la numérisation absolue de la confiance humaine ? Exactement. Il est fascinant ou terrifiant de s'interroger sur l'espace qui restera pour l'organique non certifié. Pensez à un poème rédigé à la main sur un carnet de notes, à une idée philosophique émergente discutée lors d'une simple promenade en forêt sans aucun appareil d'enregistrement connecté, ou à l'art viscéral créé par des outils purement analogiques qui ne possèdent pas de puces en silicium dotées d'imperfections mesurables. C'est le revers de la médaille. Dans notre quête effrénée d'une vérité absolue, encapsulée dans des arbres de Merkel et ancrée sur des registres distribués, ne court-on pas le risque immense de bâtir une société qui assimile tout ce qui n'est pas haché ou hors-daté à une simple fiction ? Si la machine parfaite pour vérifier la réalité s'impose partout, la réalité spontanée, humaine, non documentée et non ancrée technologiquement, elle pourrait bien être perçue par défaut comme suspecte ou pire, comme intrinsèquement fausse. C'est une redéfinition radicale de ce qui constitue la réalité, et c'est vraiment une pensée à méditer pour nous tous.